commencer, je tenais à mon tour de remercier énormément les organisateurs pour la qualité du programme de ce forum et un grand merci en particulier au docteur Ajouhi et au docteur Chenaoui avec qui j'ai échangé un nombre assez conséquent de mails durant ces 3 derniers mois et vraiment bravo pour la qualité de ce congrès. C'est vrai que la problématique de la personne âgée, on se rend compte qu'elle s'impose à nous, dans le sens, je ne dirais pas problématique, l'importance, la pertinence, la prise en charge d'une personne âgée s'impose à nous, compte tenu de la transition démographique. Je n'en parlerai pas, ça va être le docteur Audrey, ici présent, qui en parlera tout à l'heure. Notre population vieillit, à l'instar des pays développés, et bien évidemment, en tant que soignants que nous sommes, nous serons de plus en plus, et nous le sommes déjà actuellement, amenés à prendre en charge ces personnes âgées. Alors, il m'a été demandé de parler de la particularité de l'abord médical d'une personne âgée malade. Et on va voir ensemble, Dr Tazi, qui a parlé avant moi, et Madame Iraqi, ont bien démontré effectivement qu'une personne âgée, c'est une personne, au plan clinique, au plan sémiologique, qui présente énormément d'atypie. Atypie au plan sémiologique, mais atypie aussi au plan du raisonnement gériatrique. Et c'est la lourde tâche que je vais essayer de résumer en l'espace de 15 minutes. Je suis toujours en train de chercher mes slides où elles sont. On va y arriver. Voilà. Alors, bon, je pense que la définition est claire. Au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus de la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Effectivement, au plan médical, c'est la notion plus que l'âge chronologique, c'est la notion de morbidité, la notion de terrain, la notion de l'ensemble de cette personne âgée qui va définir une personne si elle est âgée ou pas. Et finalement, en fait, à partir de 75 ans, la personne âgée va relever du gériatre. Mais à partir de 65 ans, c'est quand il y a beaucoup plus, quand il y a des comorbidités, en général plus de 3 comorbidités, qu'on va parler de personnes âgées. Alors mieux encore, les anglo-saxons ont essayé de dichotomiser ou de stratifier un petit peu ces populations âgées en jeunes âgés, moyennement âgés et très âgés. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a ces atypies sémiologiques et ce raisonnement gériatrique qui s'impose de plus en plus qu'on avance dans l'âge. Et une autre chose aussi qui est très importante, c'est qu'on se rend compte que notre population âgée est très hétérogène. Le docteur Iraqi a montré le magicien d'Astérix. Moi, je vais montrer en fait nos populations âgées marocaines qu'effectivement, c'est une population âgée qui est extrêmement hétérogène, qu'à côté d'une personne âgée vigoureuse, aucun antécédent, pas de perte d'autonomie, à l'extrême, et c'est ça qui nous inquiète, ce sont des personnes âgées dépendantes, grabataires. Et entre les deux, très forte population qui consomme, qui présente un certain nombre d'indices de fragilité, de syndromes de fragilité. Et ces gens-là, justement, il est extrêmement important de savoir comment raisonner devant ces patients âgés. Pourquoi? Parce que la problématique se situe à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est la difficulté de recueil de l'information. Encore faut-il avoir le temps de prendre le temps d'écouter, d'entendre et de faire le ménage au niveau des ordonnances et au niveau de l'histoire médicale de ces patients. Deuxième chose, on a parlé de la dysthyroïdie au niveau de la pauvreté sémiologique, au niveau de l'atypie sémiologique. Sachez que l'infarctus du myocarde, dans 30% des cas, il n'y a pas de douleur thoracique. La fièvre ne s'accompagne pas de fièvre, l'infection ne s'accompagne pas de fièvre chez la personne âgée. Donc il y a une pauvreté, il y a une atypie sémiologique. Et puis quelque chose de très très important, s'il vous plaît, et là c'est sur quoi je vais plutôt axer mon topo, c'est avoir de façon constante dans l'esprit en tant que médecin l'importance de la nécessité d'un raisonnement gériatrique spécifique. Et puis, comme ce que je disais tout à l'heure à l'atelier, où on a parlé des visites à domicile, tout élément nouveau, s'il vous plaît, pensons au risque iatrogène, et puis à l'origine iatrogène. Et enfin, je dois absolument être devant un patient, me poser la légitimité d'une thérapeutique compte tenu du risque iatrogène. Dans un sens, soit je ne vais pas dans l'acharnement thérapeutique, mais en même temps, s'il vous plaît, je ne vais pas dans l'exclusion et dans le fatalisme vis-à-vis du grand âge et me dire ce patient-là, il ne faut pas que je le traite parce qu'il est âgé. Donc c'est là où l'approche est assez problématique. Et puis une phrase que j'aime beaucoup, qui n'est pas de moi, mais qui est d'un des grands mastodontes de la gériatrie française, qui est le professeur Olivier Saint-Jean, qui dit « On ne meurt jamais d'être vieux, mais toujours de maladie ». Cela est vrai. L'âge à lui seul n'entraîne pas de maladie. L'âge à lui seul entraîne un vieillissement d'organes. Dans ce vieillissement d'organes, on aura une maladie sous-jacente et sur cela, il y aura un événement intercurrent qui va arriver. Et puis, extrêmement très important, et ce qui n'est pas évident en pratique clinique, c'est de faire la part
des choses entre ce qui revient du vieillissement, de ce qui revient des pathologies, et puis surtout, s'il vous plaît, là on parle de rentabilité, rentabilité diagnostique, mais surtout rentabilité thérapeutique, car nous sommes devant une espérance de vie limitée avec l'importance d'un maintien en termes de qualité de vie. Et bien évidemment, j'anticipe les complications, et en particulier iatrogènes, et là je laisserai le soin à mon ami le Dr Audrey d'en parler demain matin à la première séance. Eh bien oui, tout vieillit, ça on le sait, le système nerveux autonome, le cerveau, le rein, baisse de la fonction du débit de filtration glomérulaire, dysfonction diastolique avec raréfaction des myocytes, des adaptations posturales avec le gros problème de désafférentation dans les syndromes post-chute, bien évidemment la presbyacousie, la vue qui diminue, et puis la sarcopénie dont je parlerai demain au moment de la dénutrition. Et puis tout ce qui va entraîner un tableau de fragilité. S'il vous plaît, la fragilité, c'est un patient qui n'est pas malade, mais qui a des facteurs de fragilité qui, quand il va tomber malade, eh bien, cette maladie sera encore beaucoup plus grave qu'un sujet chez qui on n'a pas dépisté ces indices de fragilité. Et ces indices de fragilité, en fait, ça va faire partie du topo de l'évaluation gériatrique standardisée. Je suis vraiment désolée, mais vraiment demain, comme je disais tout à l'heure, vous allez vraiment me supporter. Donc demain, on va parler de l'évaluation gériatrique standardisée et on parlera de tous ces indices de fragilité parce que là, je pense ne pas avoir le temps justement d'en parler et puis je ne vais pas empiéter sur le topo de demain. Alors, une importante, s'il vous plaît, slide, c'est aussi, parmi les indices de fragilité, je pense que celui qui est le plus grave et qui est vraiment en gros, c'est véritablement la dénutrition. Et on voit que la dénutrition qui est très fréquente, qui sur ce va faire apparaître une maladie, et je vous rappelle que toute maladie, quelle cause soit-elle, va entraîner un hypercatabolisme endogène et qui va aggraver cette dénutrition. Et là, je vous invite à voir, s'il vous plaît, la partie droite de cette slide, et on voit que quand on a justement cette dénutrition, on va avoir un emballement de certaines cytokines pro-inflammatoires qui vont jouer un rôle dans l'hypercatabolisme, dans un stress catabolique, qui va eux-mêmes aggraver cette dénutrition endogène, cette fonte musculaire, cette sarcopénie, le syndrome de glissement que certains gériatres aiment bien dire, et puis tout le reste. Donc finalement, sujet âgé, comme je disais tout à l'heure, c'est véritablement comme un château de cartes quand on ne prend pas le soin de prévenir en amont les indices de fragilité. La deuxième chose aussi, c'est ce raisonnement gériatrique qu'il va y avoir de façon constante dans l'esprit des médecins qui prennent en charge ces personnes âgées, notamment les médecins généralistes que vous êtes. Eh bien, cette slide résume à elle seule comment il faut raisonner devant une personne âgée malade. Vous avez le facteur 1 qui est le vieillissement d'un organe, quel qu'il soit. Et comme je vous ai dit, un organe qui vieillit ne meurt pas à cause de la vieillesse. Alors, vous avez en abscisse le nombre d'années. Plus on avance dans l'âge et plus on va avoir un vieillissement cérébral, un vieillissement rénal, un vieillissement musculaire, etc. Cela étant, cette courbe 1 ne va jamais croiser la ligne à partir au-dessous de laquelle, il y aura des signes cliniques. Sur cela, vous allez avoir un facteur 2, une pathologie d'organe qui n'a jamais fait parler d'elle. Et c'est là où il est important d'être vraiment très à l'écoute au plan sémiologique et au plan clinique chez ces patients-là. Et sur cela, vous avez un facteur 3. C'est un facteur qui peut ne avoir aucun rapport avec le facteur 2. Et finalement, c'est en fait une décompensation au décours d'un événement intercurrent, aussi banal soit-il, du facteur 2 et qui va lui-même justement masquer la symptomatologie. Je vous donne un exemple. Un patient qui va avoir une cardiopathie ischémique à minima, avec bien évidemment une petite dysfonction diastolique qui apparaît à cause de ce vieillissement cardiaque. Cette cardiopathie ischémique, pour peu que le patient ne bouge pas trop, ne va pas être symptomatique. Je vous rappelle que la douleur de l'infarctus du myocarde est dans 30% des cas absente. Eh bien, si jamais ce patient-là a été, par erreur, je dis bien par erreur, mis sous anti-inflammatoire non stéroïdien, et qu'il a fait un petit saignement digestif occulte, et qui va passer du 12 grammes à du 11 grammes, 11 grammes, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais cette cinétique aussi rapide, eh bien, cette hypoxémie relative va décompenser une cardiopathie sous-jacente et entraîner une insuffisance cardiaque à fonction systolique conservée. Même chose pour une pneumopathie hypoxémiante. Donc, s'il vous plaît, quand j'ai un tableau clinique, je fais mon fameux 1 plus 2 plus 3 parce que je vous assure que c'est rentable. Parce que si vous ne faites pas ce raisonnement gériatrique, le patient va être traité pour son insuffisance cardiaque. Mais comme on n'a pas justement recherché le facteur 3, il va revenir 15 jours plus tard pour le même symptôme. Et c'est connu, les patients qui sont hospitalisés une fois, ils sortent, ils retournent et ainsi de suite. Deuxième cas de figure, insuffisance coronarienne, syndrome coronarien aigu. Là aussi, vieillissement artériel, rigidité artérielle. On a une sténose modérée de l'IVA, par exemple. Là, le même facteur, infection ou anémie, vous allez avoir une décompensation avec une troponine au plafond. Un cas de figure qui est très fréquent,
Madame Maheraki a parlé de l'hypoglycémie. L'hypoglycémie chez les sujets âgés est fréquente, même chez les patients non diabétiques. Et encore plus fréquente quand vous avez une augmentation du jeûne nocturne, l'hypoglycémie du petit matin. Alors si vous avez un vieillissement cérébral, une petite atrophie corticale, qui elle-même n'est pas en soi pathologique, bien évidemment. Et bien sur cela, vous avez une sténose carotidienne qui n'est pas chirurgicale. Une sténose carotidienne, je veux dire, à 30%, à 20%, asymptomatique. Et bien si on a justement un bas débit, que ce soit dû à une anémie, la INS, l'anémie, je vous rappelle, elle est multifactorielle, que ce soit aussi des médicaments pris à tire-larigot, notamment une hypotension orthostatique sous traitement antihypertenseur, que ce soit une hypotension orthostatique parce qu'il y a une hypovolémie vraie, une déshydratation, ou une insuffisance veineuse, que sais-je, ou une hypoglycémie, eh bien le patient peut nous faire un accident vasculaire cérébral ischémique avec donc un déficit neurologique. Donc, s'il vous plaît, le 1 plus 2 plus 3. Confusion mentale, pareil, ça c'est très fréquent. La confusion mentale, c'est quand même 50% des patients hospitalisés qui font une confusion en intra-hospitalier. La confusion mentale est très fréquente. La confusion mentale est très fréquente, pourquoi? Parce que raréfaction neuronale, atrophie corticale, une maladie d'Alzheimer, je vous rappelle que les chiffres que nous avons au Maroc sont pertinents. La maladie d'Alzheimer est fréquente, elle n'est pas diagnostiquée parce que les moyens diagnostiques ne sont pas, si vous voulez, assez adaptés à notre population. Je vous rappelle que le taux d'analphabétisme est très important chez la population âgée. Et donc, une maladie d'Alzheimer débutante qui n'a pas été diagnostiquée. Et sur cela, vous avez une dysnatrémie, notamment une hyponatrémie, un patient qui a été éventuellement mis sous un médicament qui va avoir une propriété anticholinergique. Je ne fais pas de publicité ni de contre-publicité, mais faites attention aux médicaments, aux petits sirops sédatifs, antitussifs, qui sont anticholinergiques, par exemple. Et là, attention, attention, syndrome confusionnel qui apparaît. Donc, s'il vous plaît, le 1 plus 2 plus 3. Et puis, la typique clinique, encore, comme je vous disais, pas de douleur thoracique en cas d'infarctus du myocarde dans 30% des cas. La fièvre, c'est des cytokines pyrogènes. Les cytokines ne sont pas forcément bien synthétisées. Autant on a une rupture de la tolérance de soi avec une augmentation du taux des auto-anticorps chez le sujet âgé, même dans un contexte non pathologique, autant les cytokines pyrogènes ne sont pas très importantes. Et donc, dans 25 à 50% des cas, je peux ne pas avoir de fièvre en cas d'infection. Demain, on va parler de la dénutrition. Le relâchement musculaire fait que vous n'allez pas avoir de défense en cas de péritonite. Une simple sensibilité abdominale doit vous faire évoquer ce diagnostic, notamment que chez sujet âgé, il y a beaucoup de diverticulite. Et enfin, la confusion quand vous avez un tableau de fécalome ou de rétention aiguë d'urine, et souvent, c'est d'autres causes qui sont associées. Au plan clinique aussi, les ronchis, s'il vous plaît. Si j'ai quelques petits râles, c'est très évocateur. À l'inverse, je peux avoir des crépitants chez un sujet au niveau des deux bases et me dire « Oula, attention, c'est un OAP ». N'oublions pas que sujet âgé égale hypoventilation, égale baisse de l'ampliation thoracique, les alvéoles qui se collabent entre elles, et je peux avoir des crépitants par excès. La même chose, pas de pli, pas de pli cutané et pas de tachycardie en cas de déshydratation. J'en parlerai demain, donc j'en parlerai pas plus aujourd'hui. La tachycardie n'est pas très fréquente en cas de déshydratation chez sujet âgé, on verra ça demain. Et puis la typie clinique, polysymptomatologie, je ne vais pas parler de la TSH, on vient d'en parler. Et s'il vous plaît, la pathologie en cascade, la première carte qui tombe, le reste qui suit. Monsieur, Madame X, poussée d'arthrose anti-inflammatoire non stéroïdien. J'ai une gastrite atrophique, sachant que dans 40% des cas, à partir de 80 ans, on a une gastrite atrophique. Il y a la gastrite atrophique qui fait qu'avec cette AINS donnée sans gastroprotecteur, eh bien, je vais saigner un petit peu. À ce moment-là, petite hémorragie digestive, hypotension orthostatique parce que j'ai une absence de réadaptation, les barorécepteurs du sinus carotidien sont assez fatigués aussi chez le sujet âgé, eh bien l'hypotension orthostatique va m'entraîner quoi? La chute. La chute va me faire quoi? Dans le cerveau, l'atrophie corticale, j'ai de l'espace dans l'espace turbérien. Et même si mon patient n'a pas été mis sous antiagrégant plaquettaire, même si mon patient n'a pas été mis sous anticoagulant, le risque de faire un hématome sous-dural, même si la chute n'a pas eu d'impact au niveau crânien, parce que les petits vaisseaux pymériens vont se dilacérer. D'accord? Donc, hématome sous-dural. L'hématome sous-dural, le sujet va devenir confus. Je disais tout à l'heure, la confusion mentale chez le sujet âgé, soit on est apathique, tout va bien, soit au contraire, c'est l'hyperagitation. Hyperagitation, arriver aux urgences, arriver au domicile du patient, attention, hyperagitation, il faut qu'on calme le patient. On calme le patient par quoi? Par un neuroleptique.
Par quels neuroleptiques? Les neuroleptiques qui passent par la barrière hémoméningée. Et là, bien évidemment, rétention d'urine et l'agitation. Et finalement, c'est le fameux cercle vicieux. On ne sait plus d'où on part, on ne sait plus jusqu'où on part. Donc, s'il vous plaît, la rigueur et l'intégralité de l'examen clinique avec la nécessité importante d'avoir le raisonnement gériatrique en soi et prendre le temps. Le temps est précieux dans la prise en charge d'une personne âgée et il faut être très patient. Alors, le cercle vicieux, là aussi, prenez d'où vous voulez ces situations-là, tout s'approche. Je passe rapidement pour vous expliquer. Vous avez un cas de figure, un patient qui vient pour une dyspnée. Ça peut être une fracture de côte, décubitus prolongée, inhalation, ça peut être une insuffisance cardiaque, l'anémie, les affections pulmonaires, bref, toutes ces situations que nous connaissons et dont je ne vais pas vous faire l'affront de vous les citer. Mais sachez, sujet âgé, l'atypie, c'est biologique. Je ne vais pas avoir de dyspnée, mais je peux avoir une confusion mentale. La confusion mentale, ce n'est pas juste le ionique et la ponction lombaire, s'il vous plaît. Je dois penser aussi à toutes ces situations générant de l'hypoxie au niveau cérébral. Et puis, pourquoi ce patient m'a fait la dyspnée ou m'a fait la confusion? Et dans ce cas, je recherche mes facteurs 3. Et je vous assure que c'est rentable. Le facteur 3, c'est le médicament, c'est les problèmes ioniques, que ce soit d'origine médicamenteuse ou un problème de déshydratation, c'est l'anémie et c'est les infections. Sur ces 4 situations, on est déjà pas mal. Je vais passer rapidement l'examen clinique, nécessité du toucher rectal, s'il vous plaît, le fécalome et je recherche du sang. Le saignement digestif, c'est souvent un saignement retardé. Et le patient ne va pas vous dire qu'il a le méléna, donc à vous de le rechercher. L'examen clinique complet, et s'il vous plaît, le CG fait partie de l'examen clinique, compte tenu de ces anomalies dont je viens de vous parler. Au plan paraclinique, certaines atypies là aussi. Je peux ne pas avoir d'hyperleucocytose. Un petit mot, s'il vous plaît, sur l'éosinopénie. L'éosinopénie a été marquée, a été démontré dans les grandes séries que c'est un facteur de mortalité dans les sepsis sévères en milieu médical ou chirurgical. Le professeur Sbihi est bien là pour nous le démontrer, mais en particulier chez le sujet âgé. Je peux avoir une natrémie normale en cas de déshydratation et s'il vous plaît, l'intérêt de la clairance de créatinine, je ne vais pas m'attarder dessus, elle est importante. Je passe sur la iatrogénie qui sera dit et puis finalement la prévention, s'il vous plaît, en amont, ça passe par l'évaluation gériatrique standardisée. Je recherche tous ces paramètres dont je parlerai demain. Je recherche, préviens la dénutrition qui est très fréquente, et là j'en parlerai demain, et bien évidemment la prévention de la déshydratation. Marrakech, il fait très chaud, et n'oubliez pas qu'on peut prévenir une déshydratation chez le sujet âgé par de l'hypodermoclyse, par de la perfusion sous-cutanée. C'est pas cher et ça rapporte beaucoup, beaucoup. Pour enfin conclure que l'examen clinique est très important. La problématique chez le sujet âgé, c'est l'atypie sémiologique, c'est le raisonnement gériatrique spécifique, le fameux 1+2+3. Il est extrêmement important. Et s'il vous plaît, une gériatrie efficace, économe et surtout, l'exclusion de tout fatalisme vis-à-vis du grand âge. Et je vous remercie. Merci, professeur Mahamar, sur cette qualité de présentation sur l'abord ou la démarche médicale du sujet âgé. Alors, on démarre les questions. Toujours 2 ou 3 questions pour avancer. Des questions? Bonsoir tout le monde. Docteur Fouad Merini. En fait, moi, j'ai pas particulièrement. Je remercie d'abord les organisateurs du forum, les laboratoires et les éminents professeurs qui nous ont honorés par leur présence et par leur topo qui était très intéressant. Moi, en fait, c'est pas une question que j'ai. Micro, s'il vous plaît. En écoutant professeur Mahamar, c'est plutôt une réflexion que je voudrais partager avec vous. C'est qu'on est face à ce problème dans une situation de détresse, carrément, tout le pays. Et on a de la chance cette année qu'on a une personne, un confrère qui est Dr Chennaoui, qui peut nous présenter vis-à-vis des pouvoirs législatifs. Il faut faire quelque chose pour ce problème de gériatrie à l'échelon national, parce que on n'est pas prêt pour ce problème, ni au niveau privé, ni au niveau public. Et croyez-moi, pour moi, c'est une bombe à retardement au Maroc. Et donc, moi, je voudrais que les gens ici présents, nos confrères, fassent une pétition qu'on pourra porter à des instances très hautes pour pouvoir faire quelque chose.
Je remercie encore une fois Madame Ammar. Enfin, cette formation scientifique, il est utile, il est nécessaire, elle est très importante, mais aussi en parallèle, il faudrait peut-être agir. Je crois que votre Merci question beaucoup. va être répondue par professeur. Je vais peut-être, il y a le docteur Oudrélé et moi-même d'ailleurs, qui faisons partie, il y a quand même de l'Observatoire national des personnes âgées. Et je pense qu'il y a quand même une volonté politique, j'ai bien compris votre message, pour justement la promotion des droits de la personne âgée. Le droit de la personne âgée, c'est effectivement pas que le côté médical, le côté social, le côté sociétal, etc., etc. Donc il y a quand même un mouvement, une dynamique derrière. Maintenant, Une réglementation. maintenant, les choses sont en train de bouger. Les choses sont en train de se faire. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est la mobilisation de tout le monde. Et je pense que les données démographiques dont va parler Audrey, elles s'imposent à elle. Et je peux vous dire que les choses sont en train de s'individualiser, de prendre forme, si vous voulez. Mais il y a encore du travail, je vous le dis. Une autre question, docteur Sqat. Merci beaucoup. J'espère que la gériatrie fait partie du cursus de formation de médecins généralistes, surtout les 7 premières années. Une part, je voudrais soulever le controverse de l'obésité. Chez nous, en médecine générale, on voit beaucoup presque les 2 tiers de nos malades sont âgés et les obèses tiennent plus et sont moins fragiles que les c'est-à-dire que j'ai des patients qui sont diabétiques, hypertendus, post-infarctus, asthmatiques, ils tiennent le coup, alors que les mecs qui ont un IMC 20 et moins, Mais j'ai parlé de la dénutri- Bon, en fait, première partie de votre question, au plan de la formation médicale, bon, je ne fais pas trop de publicité, je suis comme ça, malheureusement, mais il y a quand même un diplôme universitaire de gériatrie, on est à la 3e promotion. Pour la formation des médecins généralistes, donc je vous invite à prendre contact et il n'y a aucun problème. Deuxième chose, il y a quand même des séances, et ne serait-ce que par rapport à ce forum, qui vraiment montre très bien la volonté et l'intérêt que portent les différents partenaires du corps médical pour la prise en charge des personnes âgées. Donc au plan de la formation, oui. Pour tout vous dire, même cette spécialité a été reconnue depuis un certain temps en tant que spécialité. Nous n'y sommes pas encore, mais je veux dire, il y a quand même une dynamique. Il y a des hôpitaux qui sont en train d'être créés. Il y a le nouvel hôpital à Avicenne où on va avoir une aile de gériatrie. Il y a d'autres projets qui avaient malheureusement avorté, notamment à Casablanca. Mais je veux dire, il y a une dynamique. Hein. Si Audrey est là, il sait de quoi je parle. Maintenant, la deuxième partie, c'était par rapport à l'obésité. Alors, c'est vrai que de façon physiologique, excusez-moi, il y a une modification physiologique du compartiment. Il y a une augmentation de la masse grasse et une baisse de la masse maigre et de la masse hydrique. Donc effectivement, on a souvent des patients qui sont en surpoids. En surpoids, mais ce n'est pas des patients qui tiennent. Hein. C'est des patients qui sont en surpoids, mais qui n'ont pas de masse grasse, de masse maigre, pardon. Et la masse maigre, la baisse de la masse maigre, il a été bien démontré, corrélé, qu'elle était associée au risque de morbimortalité. Donc, attention. L'obésité, le patient obèse fera plus d'accidents coronariens, d'accidents cardiovasculaires. Je veux dire, ne rentrons pas dans ce piège-là. Plus de syndrome métabolique, etc., etc. Le mieux, c'est d'avoir une bonne masse musculaire. Et je pense que là, on va en parler demain. D'accord ? Alors, merci beaucoup, professeur Mohamed.